En Afrique de l'Ouest, de plus en plus, les forêts de mangroves fournissent un éventail de biens et services, que ce soit du côté économique, environnemental et social. L'écosystème des mangroves, c'est un écosystème assez remarquable. Justement, je vais vous parler de réchauffement climatique. Une forêt normale ou même une forêt tropicale va bien sûr stocker du carbone, mais les forêts de mangroves stockent jusqu'à 3 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale normale. Donc en phénomène de stockage de carbone, c'est un écosystème assez remarquable. C'est un écosystème remarquable aussi dans le rôle qu'il joue dans son rôle de nourricière des pêcheries. Il y a beaucoup d'espèces qui vont se reproduire dans les mangroves, qui sont protégées des prédateurs. Et quand les poissons sont un peu plus grands, ils peuvent repartir vers le large. Et puis, en tant que phénomène même de protection de la biodiversité, il y a beaucoup d'espèces, non seulement les espèces d'oiseaux, mais il y a des espèces de mammifères, des espèces d'oiseaux. C'est généralement un nid de biodiversité assez riche. Les écosystèmes ont des services à rendre aux communautés, et parmi ces services, il y a les services économiques. Et ces services économiques, bien entendu, bénéficient aux communautés qui les exploitent, mais également à l'ensemble des États, à toute la planète, je dirais. Mais également, à côté de ça, on a le cadre écologique, parce qu'il ne faut pas oublier que la mangrove constitue quand même un écran, n'est-ce pas, ou une barrière contre certains phénomènes naturels qui peuvent être catastrophiques pour les communautés qui vivent autour. Donc il y a tout un tas de bénéfices, aussi bien économiques qu'écologiques, que l'écosystème mangrove peut procurer aux communautés qui vivent autour. Mais, en dépit de ces rôles importants, une forte dégradation de ces ressources a été notée ces dernières années. Comme vous le savez, les mangroves font partie des écosystèmes les plus productifs sur la planète. Et par conséquent, des écosystèmes qui sont les plus exploités, parmi les plus exploités au niveau de la planète. Donc ces écosystèmes subissent une forte pression de la part des communautés qui vivent autour, l'exploitation des ressources, la pêche, l'exploitation du bois, pour la construction, l'énergie, etc., etc. Donc qui se font à un rythme parfois beaucoup plus élevé que le rythme de renouvellement de la ressource, donc par conséquent qui conduit à leur dégradation. Et pourtant, ces oasis de biodiversité constituent une ressource principale pour les populations, car les permettant de répondre à pas mal d'enjeux climatiques. Alors, une régression de ces forêts de mangroves pourrait être une menace pour le développement de leurs activités. Et donc, ils sont fortement impactés par les pressions qui sont exercées autour de ces mangroves et qui vont littéralement changer leur cadre de vie, puisque, faut le rappeler, ce sont des personnes qui sont, en tout cas des communautés qui habitent dans des lieux qui sont assez éloignés, qui sont éloignés donc des services de base, qui sont éloignés des centres de décision et qui se retrouvent finalement dans des endroits avec des ressources qui s'amenuisent, voire qui disparaissent. En plus des effets anthropiques qui expliquent cette exploitation exagérée des mangroves, les effets des changements climatiques ont aussi joué leur partition. Mais de l'autre côté également, il faut dire qu'il y a des phénomènes naturels, notamment les changements climatiques auxquels on assiste actuellement, qui contribuent de façon considérable à dégrader ces ressources. Le manque d'eau douce, le balancement, l'élévation du niveau de la mer, etc., la salinisation, la forte salinisation des eaux, etc., sont autant de facteurs aussi bien naturels qu'anthropiques qui contribuent aujourd'hui à la dégradation de l'écosystème mangrove à laquelle nous assistons malheureusement actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais partout dans le monde malheureusement. Et pour une meilleure résilience face aux défis des changements climatiques, le programme PAPBio a été lancé. Là, il y a deux grosses composantes. Il y a une première composante qui est formée de subventions, qui sont des subventions que l'on va donner à des acteurs de la société civile et des activités qu'on met en œuvre directement par les partenaires. C'est un projet qui est mis en œuvre par l'UICN avec Wetlands International et le collectif 5 Delta. Oui, le programme PAPBio, qui est une initiative quand même assez importante et je dirais même assez novatrice de l'Union européenne,
est un programme qui vise un développement économique endogène, inclusif, mais qui tient compte des défis liés au changement climatique, mais qui devrait également aboutir à une meilleure protection des écosystèmes. Il est intéressant de mentionner que parmi les enjeux dans ce projet, on a parlé beaucoup de changement climatique. Donc effectivement, on essaye via ce projet de pouvoir répondre à des enjeux planétaires, mais aussi régionaux, et de pouvoir privilégier aussi, et ça je pense que c'est une opportunité à mentionner dans le projet, c'est des discussions transfrontalières. Parmi les projets phares du programme PAPBio, le projet de gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin, PAPBio, c'est un mangrove, a été mis en place. D'abord, il faut dire que c'est un projet régional qui couvre 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc au niveau de cet espace ouest africain, le projet a été subdivisé en paysages. Donc on a une cible paysage dans ce territoire. Donc le premier paysage qu'on a appelé le Grand Saloum, qui est à cheval entre le Sénégal et la Gambie, donc dans le complexe Nyoumi Saloum, est le premier paysage. Le second paysage, c'est le paysage qui va de la Casamance au Sénégal jusqu'à la Guinée, le nord de la Guinée, au niveau des îles Tristao, en passant par la Guinée-Bissau, qu'on appelait la Basse Casamance et qui peut aussi s'appeler Rivière du Sud. Et le troisième paysage, c'est le paysage qu'on appelait le Grand Manou. Le Grand Manou, c'est ce complexe transfrontalier entre le Libéria et la Sierra Leone et qui couvre une partie du Yaouri Bay en Sierra Leone et du Cherbourg en Sierra Leone, mais également de l'autre côté au Libéria, principalement le lac Piso. Et enfin, le quatrième paysage, c'est le paysage dit Monovolta. Le Monovolta, c'est ce paysage qui est à cheval entre le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc, la Bouche du Roi, etc. Tous les sites qui sont dans ce complexe, notamment la réserve de biosphère transfrontalière entre le Bénin et le Togo, sont dans ce paysage-là. Et au niveau de chaque paysage, nous avons des responsabilités identifiées entre les différents partenaires. Un projet d'une envergure capitale qui présente beaucoup d'opportunités pour les populations locales. Ce qui est prévu dans le projet, c'est vraiment de les mettre au cœur de l'action. C'est-à-dire que l'un des volets assez conséquents de ce projet, c'est après avoir bien évidemment mis en place un diagnostic prospectif et participatif, dans lesquels il joue vraiment un rôle important, c'est aussi de pouvoir aménager donc des plans dans lesquels on va pouvoir définir un peu la cartographie, bien évidemment les dynamiques aussi en présence, et comme je le mentionnais un petit peu avant, c'est aussi d'élargir un peu cette zone d'analyse, de ne pas le limiter à l'aire protégée, mais de comprendre aussi toutes les interactions et toutes les parties qui sont... qui sont en orbite autour de ces mangroves. Pour contribuer efficacement à la fois à la résilience des écosystèmes de mangroves et au bien-être social et économique des communautés, des formations sont prévues au niveau des paysages. L'écosystème mangrove, c'est un réservoir à ressources. Il n'y a pas que l'arbre qui compte dans l'écosystème, mais c'est tout un ensemble d'éléments qui, mis ensemble, forment l'écosystème mangrove. Et parmi ces éléments, on y retrouve des ressources halieutiques. Il y a beaucoup d'espèces de poissons, beaucoup de ressources qui se développent au niveau de cet écosystème mangrove. Donc du coup, ça contribue énormément à l'amélioration de ces communautés qui s'adonnent à une activité de pêche pour l'exploitation de ces ressources. Une exploitation bien entendu durable que nous souhaitons, mais également une exploitation qui ne compromette pas l'intégrité de l'écosystème mangrove. Une manière de les impliquer non seulement dans le projet, mais également de les pousser à protéger les ressources. À ce stade du projet, il est difficile de dire quel type d'activité nous allons mener dans chaque paysage, mais en effet, les principaux axes d'intervention, comme vient de le mentionner Malé, à savoir des renforcements de capacités,
des partenaires, mais également renforcement des mécanismes de gouvernance, sont des axes qu'on va retrouver dans tous les paysages. Maintenant, en termes d'investissement et d'intervention prioritaire, bien sûr, encore une fois, cela sera déterminé par les projets qui seront soumis justement par les partenaires et également par l'impulsion aussi des plateformes qui sont basées dans les paysages. Et dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet PAPBio C1 Mangrove a mis en place un mécanisme de subvention pour soutenir les initiatives locales de conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles au niveau des paysages. On a essayé justement de mettre en œuvre un programme qui puisse s'adresser à différents acteurs pour ne pas le restreindre, parce que bon, c'est comme dans beaucoup de domaines dans la gestion des ressources naturelles, c'est souvent multi-acteurs. Et donc on a essayé de n'oublier personne dans l'appel à proposition. Le système de subvention donc, qui intervient après la première phase, qui est donc le diagnostic territorial, dans lequel en fait on va mettre en évidence des besoins bien sûr clés pour la conservation des mangroves, mais aussi les investissements prioritaires. Donc va intervenir à ce moment-là des subventions. Donc il y aura plusieurs appels qui vont être lancés avec différents montants. Bien sûr, des appels qui seront plutôt à destination des organisations de base, des appels qui pourront aussi être destinés à des associations d'usagers, mais également à des administrations publiques, à des secteurs qui sont spécialisés dans certaines thématiques et à des groupements de femmes, voilà. Donc à une multitude d'acteurs qui pourront répondre justement aux préoccupations qui seront mises en évidence. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient au cœur de l'action et qu'ils puissent y répondre. Donc à travers cela, on a prévu en fait de mettre en œuvre un portail qui donc permettra de déposer en fait ces projets. Alors bien évidemment, les différents co-demandeurs vont jouer un rôle assez important puisqu'ils vont permettre de pouvoir renforcer en fait les capacités aussi des organisations sur le terrain pour pouvoir déposer leur candidature. Et à l'issue de leur candidature, il y aura un comité de sélection. Donc composé de différents experts qui pourra justement apprécier les projets et bien sûr leur accorder à ce moment-là la subvention pour mettre en œuvre l'action. On travaillera, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, avec l'ensemble des parties prenantes sur le terrain dans le cadre de la mise en place de ce programme de subvention qui est destiné vraiment à déléguer, je dirais, une bonne partie des activités à des organisations pertinentes, que ce soit des chercheurs, des ONG locales, des institutions publiques, pour qu'elles mettent en œuvre un certain nombre d'activités spécifiques directement sur le terrain. Mais le tout le sera sous, bien entendu, l'impulsion ou en tout cas la collaboration des différents co-demandeurs au niveau de ce projet. Autrement dit, on ne laisse pas faire, on leur donne les subventions, en tout cas ceux qui seront élus à ces subventions, mais on leur apporte un accompagnement. Il y a des activités de renforcement des capacités qui sont prévues pour pouvoir accompagner ces bénéficiaires à mettre en œuvre ces activités de façon beaucoup plus efficiente, le tout répondant bien entendu aux différents objectifs, à l'objectif global du projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. Un projet qui compte relier les systèmes de gouvernance et de production aux structures de conservation des mangroves. À ce stade, le projet, ça fait un an qu'on a démarré. Donc, dans un premier temps, nous avons, avec nos co-demandeurs Wetlands et Closio, essayé de mettre en place une planification, n'est-ce pas, au niveau des différents paysages. Mais également, on a lancé l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion de ce projet. C'est-à-dire, autrement dit, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes sur lesquels ce projet va marcher. Donc, ce manuel a été élaboré. Mais également, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, on a lancé une activité phare qui est le diagnostic prospectif au niveau des différents paysages. Et ce diagnostic prospectif constitue vraiment une tâche, une activité vraiment phare, en ce sens qu'elle va non seulement nous donner une situation panoramique de la situation de l'écosystème mangrove au niveau de chaque paysage, mais également le diagnostic fait ressortir les différentes initiatives en cours ou passées ou même à venir pour qu'on puisse voir comment on peut développer des synergies et des complémentarités entre cette initiative que nous portons, financée par l'Union européenne, et d'autres initiatives portées par d'autres organisations afin qu'on évite les emboîtements d'échelle. Je pense que c'est très important parce qu'on est conscient qu'on n'est pas les seuls à intervenir dans ces paysages, d'où l'intérêt
de créer ces synergies, de développer ces synergies avec les acteurs qui sont en place, aussi bien les communautés que les organisations internationales ou publiques. À titre d'exemple, l'UICN a un bureau en Guinée-Bissau avec lequel nos collègues du 5 Delta, Eclosio particulièrement, comptent travailler main dans la main pour qu'on puisse trouver des synergies et développer des activités ensemble en fonction des différents intérêts. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment, comme l'a dit Malé, il y a eu plein d'interventions dans la conservation des mangroves, mais aujourd'hui, on cherche vraiment à répondre en fait aux préoccupations dans ces espaces-là, où la biodiversité malheureusement diminue, où les pressions sont très fortes, où les activités côtières sont aussi, ont beaucoup d'impact. Donc l'intérêt, c'est de travailler en synergie pour avoir une portée beaucoup plus pertinente et donc de pouvoir aussi privilégier les complémentarités, parce qu'encore une fois, nous sommes différents co-demandeurs. Nous, le collectif 5 Delta a vraiment cette approche terrain, et donc par rapport à ça, comme l'a mentionné également Malé, il y a des interventions antérieures. Nous-mêmes, nous avons des interventions en cours. Par exemple, nous avons un projet financé également par l'Union européenne qui s'appelle le projet Déméter, et dans lequel certaines associations du collectif 5 Delta ont déjà développé des bonnes pratiques pour justement améliorer la conservation et les ressources dans le milieu de la mangrove. Et donc l'idée, c'est bien sûr de les réutiliser et bien sûr de les répliquer dans les différents endroits pour pouvoir aussi mettre à l'échelle et avoir un vrai impact. De la même manière que Eclosio a également lancé un projet universitaire sur les mangroves, on le disait avant, la recherche scientifique, elle est importante dans ce type de projet. On a besoin bien sûr de diagnostiquer, on a besoin d'aller sur le terrain et on a besoin de faire des recherches pour savoir effectivement quelles seront les interventions. Donc je pense que la synergie, elle est là, elle est importante, c'est d'impliquer tous les acteurs autour de la thématique et de pouvoir aussi, dans chacun de nos paysages, renforcer nos complémentarités, parce que nous, par exemple, nous ne sommes pas dans le Ciné Saloum, c'est notre le co-demandeur Wetlands International, mais nous avons aussi des membres de notre collectif qui sont dans ce paysage, et donc c'est là la complémentarité, elle est importante, c'est de pouvoir aussi échanger dans nos zones d'intervention pour toujours, encore une fois, rechercher le maximum d'impact. Et pour un bon déroulement des activités, beaucoup de stratégies ont été développées permettant aux différentes parties prenantes de travailler en synergie. Le projet, effectivement, est un projet assez complexe puisqu'il renferme différents acteurs et différents partenaires qui interviennent, mais l'objectif a été vraiment de pouvoir définir une gouvernance du projet, une gouvernance à partir du terrain, à partir des communautés, qui puissent aussi élever leurs voix et leurs besoins. Et donc c'est pour ça que dans l'organisation du projet, on a envisagé bien sûr de monter des plateformes qui se basent sur des acteurs qui sont présents, qui sont déjà actifs dans ces zones. Donc des acteurs aussi qui peuvent être issus bien évidemment des communautés, mais qui sont aussi des établissements publics, qui peuvent être aussi beaucoup issus de la recherche, parce que c'est important aussi, on ne l'a pas encore mentionné, mais la recherche a sa place aussi dans ce projet. Et donc de pouvoir essayer d'instaurer une gouvernance où on intègre vraiment les différents niveaux de réflexion. Et on privilégie aussi beaucoup les échanges transfrontaliers, encore une fois, à travers des visites d'échange. Donc ça, c'est un axe qui est très important aussi. C'est quand on parlait avant de développer les synergies, c'est de pouvoir voir dans les différents diagnostics, bien sûr, les complémentarités, les synergies, mais aussi mettre en évidence les bonnes pratiques et les leçons apprises. Pour une meilleure exécution du projet PAPBio c'est un mangrove, l'UICN assure la coordination globale. Les interactions avec les co-demandeurs, avec le bailleur de fonds, mais aussi avec d'autres institutions sous-régionales, notamment l'IOMA, la CEDEAO, l'UICN en tant que leader de ce projet, vraiment assure cette animation. Mais également, de façon beaucoup plus spécifique sur le terrain, les 4 paysages dont on a parlé tout à l'heure, l'UICN est directement responsable de la mise en œuvre des activités au niveau du paysage prioritaire de conservation qu'on appelle le monovolta, qui est donc à cheval entre le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc toutes les activités qui sont appelées à être exécutées au niveau de ces paysages le seront sous la supervision directe sous le lead de l'UICN, comme par exemple quand on est au niveau de la Basse-Casamance, c'est les collègues d'Eclosio qui vont assurer le lead. Le Grand Mano, c'est le Wetlands International qui assure le lead. Et de la même façon, l'UICN, le programme MACO, marin et côtier de l'UICN, va assurer le lead au niveau de ces paysages-là. Donc c'est en quelque sorte un double rôle, un rôle de coordination globale
du projet, c'est l'ensemble des paysages, des 4 paysages, mais également un rôle beaucoup plus spécifique qui est orienté sur le paysage prioritaire de conservation que le monovolta. Voilà. On travaillera, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, avec l'ensemble des parties prenantes sur le terrain dans le cadre de la mise en place de ce programme de subvention qui est destiné vraiment à déléguer, je dirais, une bonne partie des activités à des organisations pertinentes, que ce soit des chercheurs, des ONG locales, des institutions publiques, pour qu'elles mettent en œuvre un certain nombre d'activités spécifiques directement sur le terrain. Mais le tout le sera sous, bien entendu, l'impulsion ou en tout cas la collaboration des différents co-demandeurs au niveau de ce projet. Autrement dit, on ne laisse pas faire, on leur donne les subventions, en tout cas ceux qui seront élus à ces subventions, mais on leur apporte un accompagnement. Il y a des activités de renforcement des capacités qui sont prévues pour pouvoir accompagner ces bénéficiaires à mettre en œuvre ces activités de façon beaucoup plus efficiente, le tout répondant bien entendu aux différents objectifs, à l'objectif global du projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'ONG Eclosio, qui est une des parties prenantes du projet, quant à elle, s'occupe du collectif 5 Delta. Le collectif 5 Delta, c'est un collectif donc, qui est lancé au Sénégal et en Gambie et qui regroupe en fait 14 associations qui partagent vraiment une vision commune liée justement à la gestion des ressources naturelles et qui place l'humain en fait au cœur de ces thématiques en mettant en avant bien sûr la conservation des lieux et particulièrement de la mangrove. Donc aujourd'hui, le collectif 5 Delta porte ce projet donc, avec Wetlands et UICN et je crois que ce qui est important à mentionner, c'est vraiment l'expertise de chaque acteur. Pour notre part, nous sommes présents en fait dans différents deltas, comme son nom l'indique, le collectif 5 Delta. Et je pense que la valeur ajoutée, c'est vraiment de pouvoir interagir avec les organisations de base, mais également avec tous les acteurs qui sont présents dans les communautés. Et ça, c'est le plus important, c'est de mettre en avant aussi des initiatives locales qui seront donc beaucoup plus durables pour l'exploitation des ressources naturelles et la conservation des mangroves. L'UICN compte, à travers ce projet, améliorer les conditions de vie des communautés locales tout en préservant l'environnement. Vous savez, quand on préserve une ressource, un écosystème qui procure des services, quand on le protège, quand on la conserve, forcément, ça bénéficie ou bien il y a des retombées pour les communautés ou les populations qui sont de tradition tournées vers cette ressource pour l'exploiter. Ce qu'il faut assurer, c'est tout simplement le lien entre le cadre de vie des communautés locales, des populations qui s'adonnent à l'activité de pêche ou en tout cas d'une exploitation quelconque de cette ressource. Il faut le lier à la durabilité de cette ressource-là. Donc on ne peut pas permettre des actions qui compromettent la durabilité de la ressource. Ce n'est pas acceptable par les États et ce n'est même pas acceptable par les communautés elles-mêmes parce que tout simplement, si la ressource disparaît, c'est une partie de leur ressource qui disparaît avec. Donc avec les communautés, ensemble, nous essayons de mettre en place des stratégies d'exploitation durable et qui garantissent en même temps l'intégrité de la ressource, notamment de la mangrove au niveau des localités.